Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons de retrouver dans un instant l'enregistrement de la rencontre qui avait lieu à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 26 mars 2025, avec l'écrivain Jean-Baptiste Delamo, autour de son 6e roman, un roman de genre intitulé La Nuit ravagée et publié aux éditions Gallimard. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Jean-Baptiste Delamo. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci aussi à vous d'être venus si nombreux et nombreuses, ça fait plaisir. Donc c'est une rencontre co-organisée cette fois-ci par Ombre Blanche et par le prix du jeune écrivain, dont Jean-Baptiste Delamo s'est vu décerner le prix il y a quelques années maintenant, c'est ça ? Oui, en effet, il y a quelques années. Oui. C'était pour une nouvelle intitulée Ne rien faire. Et ce prix du jeune écrivain, ça avait été l'occasion pour moi de rencontrer des auteurs vivants pour la première fois, ce qui était absolument inouï. C'est-à-dire ? Exceptionnel. C'est-à-dire que le jury du prix du jeune écrivain est constitué d'auteurs qui vont parrainer les jeunes lauréats pour les aider à retravailler leurs textes, etc. Et cette année-là, il se trouve que Marine Diaye était venue participer au jury. Elle avait défendu mon texte et elle m'avait demandé de lui envoyer mes textes à l'avenir, ce que je pourrais éventuellement écrire. Et ça avait été un soutien important pour moi, ça avait été un vrai encouragement. Et suite à ça, je m'étais dit, tu prends une année sabbatique, j'étais travailleur social à l'époque, et tu te consacres à l'écriture d'un roman qui a été une éducation libertine. C'était il y a quoi, il y a 15 ans C'était il y a plus que ça, de 18 ans. Donc 18 ans plus tard et 6 romans plus tard 6 romans plus tard 6 romans, ouais. Voilà. On vous retrouve pour La Nuit ravagée, paru tout récemment aux éditions Gallimard. On va essayer de rentrer assez vite dans le vif du sujet. J'aimerais commencer tout d'abord par vous faire, vraiment pour poser le cadre, réagir sur une de vos propres phrases, où vous dites, assez tôt dans le texte, la mère de Max, donc Maxime, qui est un des jeunes qu'on va suivre tout le long du livre, la mère de Max ne s'y était pas trompée, il n'avait en effet rien de mieux à faire à Saint-Oche que de traîner aux alentours et de s'occuper comme il le pouvait au gré des occasions qui se présentaient à eux. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le quotidien de ces jeunes à Saint-Oche, dans cette ville imaginaire du coup ? C'est un quotidien de jeunes relativement désœuvrés, dont la vie oscille entre le temps passé au lycée pour les cours et ceux passés en famille et dans cet espace qu'est le territoire du lotissement. Et évidemment, la quasi-totalité de leur temps libre est consacré à traîner, à regarder des VHS horrifiques dont ils sont friands et à nouer leurs amitiés dans ces espaces-là que sont essentiellement le lycée et les alentours du lotissement. Les serres notamment, les fameuses serres où ils vont... Les fameuses serres désaffectées, oui, où ils se retrouvent en petits groupes, une petite bande. Ils sont 4 puis 5 lorsqu'une jeune fille prénommée Léna s'installe dans le coin et s'avère partager la même passion qu'eux pour les films d'horreur, ce qui lui permet d'être admise aussitôt dans le cercle de la petite bande. Et voilà, je pense que c'est une jeunesse fidèle à ce qu'a pu être la jeunesse de beaucoup d'adolescents dans les années 90. Quand on pousse les portes, alors pas la porte de la maison abandonnée dont on va avoir le temps de parler, mais la porte de chez eux, quand on pousse la porte, on se rend compte qu'on est quand même vite assez loin de l'image lisse et nette de ces banlieues pavillonnaires des classes moyennes, parce que, alors sans parler de drame, mais des situations plutôt compliquées, plutôt difficiles, se jouent derrière ces murs. Je pense à Max notamment, dont la mère sombre petit à petit dans l'alcoolisme, à Tom qui déteste son beau-père au plus haut point. On est loin de cette image, pas carte postale, mais en tout cas tranquille de ces banlieues-là. Il y a des choses un peu plus graves qui se passent à l'intérieur des foyers. C'est justement ce qui est intéressant pour un romancier, c'est cette idée que ce territoire, qui je pense initialement est dans la réalité, d'un point de vue architectural, ces lotissements, ils ont été construits dans une forme d'idéal de vivre ensemble. La façon dont sont disposés ces lotissements, quand on en regarde des vues aériennes, c'est autour d'un axe principal, avec souvent des zones, des espaces de jeu pour les enfants, qui avaient vocation, je pense, à accueillir des jeunes couples ou des familles avec de jeunes enfants, etc. C'était souvent des lotissements dans lesquels se créaient dans un premier temps des comités de quartier,
où les gens essayaient d'avoir une vie commune, parfois festive, en se retrouvant le week-end pour, je sais pas, une kermesse ou un barbecue. Mais le fait est que souvent, dans ces projets-là architecturaux, on se confronte à la difficulté justement de se vivre ensemble et au fait que des dissensions apparaissent, que malgré la proximité physique de ces maisons qui sont proches les unes des autres, il y a des histoires familiales, il y a des drames qui se nouent. Et je pense qu'il y avait quelque chose aussi de très propre à ces années-là, c'est que on savait souvent ce qui se jouait en réalité chez les voisins. On connaissait très bien la vie familiale des uns et des autres. Mais il y avait une forme quand même de règle tacite qui voulait qu'on ne s'en mêle jamais. Et donc on gardait le silence sur beaucoup de choses. Et c'est ce que j'expose notamment dans les premières pages de ce livre. Je montre comment ces gamins naviguent avec leurs propres drames intimes, des situations familiales qui peuvent être parfois extrêmement difficiles, voire violentes, et qui pourtant sont aussi dans une forme d'incommunicabilité. C'est-à-dire que ces choses-là ne se disent pas et elles ne se dénoncent pas. On va en parler de ce lieu justement, donc Saint-Auch, parce qu'on connaît bien Auch. Saint-Auch, on connaît quand même nettement moins. Donc ça va être l'occasion aussi pour nous d'entendre Jean-Baptiste lire un court extrait, justement pour vraiment mettre le cadre, et puis ça va être l'occasion aussi pour moi de parler des lieux dans lesquels se jouent vos romans. Il y avait eu là, dans des temps immémoriaux, des tourbières et des forêts primitives, qui avaient été patiemment rongées par l'agriculture. C'est dans la place à de mornes terres ponctuées de corps de ferme, de petits villages de briques rouges. Une campagne où n'advenait jamais que la vie et la mort des hommes. La ville de Toulouse, à 25 km, avait été longtemps lointaine, circonscrite, tenue à l'écart de l'industrialisation, un temps affairée à la production de nitrocellulose durant les années de la Grande Guerre, plus tard à l'exploitation des gisements de gaz, enfin à l'aéronautique. De grands hangars s'étaient installés à la périphérie d'où étaient sortis les carlingues flambant neuves de la première Caravelle en 1955, du premier Concorde en 1969 et de l'A300 en 1972. De cette manne, la région avait tiré une vitalité nouvelle, et à la faveur des arcanes d'une obscure politique d'urbanisation, la banlieue s'était répandue en un enchevêtrement de zones résidentielles, commerciales et industrielles, de salles polyvalentes et de terrains de foot, entrecoupés de terres où subsistaient encore quelques cultures intensives de blé, de maïs et de colza. Les années 70-80 avaient vu l'avènement de la propriété, du chez-soi consacré, l'illusion du vivre ensemble qui s'était matérialisée dans le lotissement. Chacun pouvait désormais acheter aux promoteurs immobiliers ce dont tous avaient rêvé collectivement, une parcelle de terrain sur laquelle bâtir des maisons aux alléchantes façades de crépi rose-pêche, agrémentées de pelouses grasses, de rocailles, de murettes flanquées de haies, de lauriers ou de thuyas. Plus tard, on s'offrirait même de creuser une piscine, et vu du ciel fleuriraient ces myriades d'oasis au liner bleu lagon. Ici, l'été en particulier, le temps semblait ne plus avoir de prise sur les vivants. Quelque chose était suspendu, l'idée même de finitude, anéantie par le parfum estival du chlore, les fumées des barbecues, le bruit des arroseurs automatiques, les cris des enfants dévalant à bicyclette les rues tranquilles, dans un avant-goût d'éternité accessible au commun des mortels. Merci beaucoup. Ça pouvait pas se passer ailleurs que dans une banlieue, Jean-Baptiste Dellameau, ce roman ? Non, je crois que ça pouvait pas se passer ailleurs, tout d'abord parce que ça a été le cadre de mon enfance et de mon adolescence, et que j'en ai gardé quand même une forme de mélancolie. Autant le portrait que j'en fais peut paraître noir, mais ce sentiment d'éternité, c'est vraiment un sentiment que j'ai perçu dans l'enfance, ce sentiment que l'enfance, dans cet endroit-là, dans ce territoire-là, ne pouvait pas finir, qu'il y avait quelque chose qui était capable de défier le temps et la mort, que les mêmes enfants joueraient toujours dans les mêmes jardins, qu'il y aurait toujours les arroseurs automatiques aux mêmes endroits chaque été, les mêmes odeurs, les mêmes insectes. Il y avait quelque chose comme ça qui ne pouvait pas disparaître. Et pourtant, ça a été inévitablement le cas. Et je crois que c'est aussi le propre de l'enfance et de l'adolescence de se confronter à ce fait-là, que les choses finissent. Le lieu, parlons-en, parce que j'ai l'impression que dans votre œuvre en général, chaque lieu de chaque roman est extrêmement important. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Paris
dans une éducation libertine. Moi, j'ai souvenir de cette scène noire, vraiment comme un lieu parfois oppressant, mais en tout cas omniprésent. Ici aussi, c'est le cas. Comment est-ce que vous travaillez l'inscription de votre travail romanesque dans un territoire, Jean-Baptiste Delamot? À quel point c'est important pour vous? Ça a beaucoup varié avec le temps. Je crois que pour les premiers romans, je sentais la nécessité de choisir des lieux qui m'étaient totalement étrangers, ou en tout cas très lointains. Ça a été le cas finalement avec le Paris d'une éducation libertine, qui non seulement est le Paris du XVIIIe siècle, mais qui en plus est un Paris que je connaissais à peine, puisque je pense que j'étais allé 2 fois à Paris dans mon enfance. J'avais uniquement travaillé sur des cartes Gallica, du site Gallica, qui sont numérisées, des cartes du 18e, parmi les premiers plans de Paris. Et finalement, j'avais construit une ville qui était totalement onirique et qui n'existait pas, qui n'avait aucune valeur historique à proprement parler. Même si je m'étais aussi beaucoup renseigné en lisant des textes d'historiens, mais la cartographie de la ville était, je crois, très approximative en réalité et très, très onirique. Ça a été le cas aussi pour Pornographia, où j'avais choisi La Havane, pensant que je serais capable d'écrire en voyageant à Cuba, dont j'y suis allé à 2 reprises. Et en réalité, à chaque fois, j'ai été complètement tétanisé par l'immédiateté de la ville, sa présence autour de moi, et je me suis aperçu que j'étais incapable de la décrire. Il a fallu que je revienne, que je laisse passer de nombreux mois, que j'oublie ce qu'était La Havane, et que finalement ne me reste plus que des odeurs, des sensations, des matières, des couleurs, pour pouvoir écrire ce texte-là. Règne animal, c'est le Gers, mais de la même façon, c'est aussi le début du 19e siècle, donc quelque chose qui me permettait véritablement d'investir un territoire imaginaire. Et puis, je pense qu'il y a eu une rupture dans ma pratique d'écriture. J'ai commencé, après Le Fils de l'Homme, un nouveau roman, et je me suis aperçu qu'en fait, je répétais les mêmes enjeux formels et narratifs que pour Règne animal et Le Fils de l'Homme. Et je me suis dit, tu peux pas faire ça en fait. Il faut que tu sois capable de te débarrasser de tout ce que tu as pu former, de certitudes sur ton travail, etc. Et de revenir. C'était un temps où l'écriture était juste devenue un labeur pour moi. C'était tellement contraint que c'était quelque chose de très difficile. Et je me suis dit, reviens à tes premières amours en fait. Reviens à cette littérature qui t'a nourri, qui t'a fait rêver. Écris une histoire qui saisira le lecteur au col, qui lui donnera envie de rester éveillé jusqu'à des heures impossibles, comme tu l'as été toi quand tu étais ado et que tu lisais ces livres-là de Stephen King, ceux de la collection Pocket Terror dont je parle dans la postface. Et c'est comme ça qu'est née La Nuit ravagée. Pour ce livre-là, par contre, je m'aventure dans un territoire que, pour le coup, j'ai bien connu et qui reste très présent pour moi dans mon esprit. Alors, ce n'est pas le territoire tel qu'il est aujourd'hui, bien évidemment, ces espaces-là, ils ont changé, ils ont vieilli, les populations qui les habitent ont changé aussi, mais il me suffisait véritablement d'ouvrir une petite porte intérieure pour retrouver ce qu'a été pour moi ce lotissement l'année de mes 13 ou 14 ans. Alors on va en ouvrir une autre de porte, parce que je sens qu'on ne peut pas tourner autour du pot trop longtemps non plus. Il y a une maison, c'est l'allée des Ormes, c'est ça? C'est une allée? L'impasse, autant pour moi. Impasse des Ormes, il y a une maison qui fascine autant qu'elle effraie. C'est une maison abandonnée. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cette maison. Alors, il y avait dans le lotissement dans lequel j'ai grandi un pavillon, une maison abandonnée, que nous avions toujours connue abandonnée, et qui nous semblait très mystérieuse, comme je pense peut l'être toute maison abandonnée pour n'importe quel groupe d'enfants. Pendant des années, on l'a connue fermée, barricadée, et un jour, on a décidé d'en forcer la porte. Et on a découvert une maison qui était restée figée véritablement dans les années 70, les années 70-80, j'imagine, où tout était resté en l'état. La table était mise pour le petit déjeuner, il y avait les brosses à dents dans des gobelets dans la salle de bain, des vêtements dans les penderies. On avait l'impression que la famille s'était volatilisée. Et je pense que pour des enfants, en tout cas pour moi, il y avait quelque chose de très marquant dans cette idée que forcément, si ces gens avaient disparu, s'ils avaient pris la fuite, c'est que quelque chose était advenu. Et ça devait être quelque chose de dramatique. Donc il y avait un mystère autour de cet endroit-là. Et c'est une maison à laquelle j'ai très souvent repensé et très souvent rêvé pendant des années. Depuis que j'ai écrit La Nuit ravagée, je n'en rêve plus. Mais j'en ai longtemps rêvé. Vous en rêviez ? Ouais, je rêvais que je retournais dedans. Comme les gosses dans le bouquin. Absolument, oui. Ça a été le point de départ du livre. Je crois que j'avais 3 idées que je portais depuis longtemps. Ce désir de voir de quelle façon je pouvais investir le territoire de lotissement, qui est très peu représenté en littérature française. Comment est-ce que je pouvais rendre hommage à cette littérature qui a été importante pour moi et qui est la littérature de genre.
et de quelle façon est-ce que je pouvais revisiter ce détail-là, parce que finalement ça a été anecdotique bien évidemment dans mon adolescence, mais il n'empêche que ça m'a laissé une empreinte suffisamment forte pour que j'en rêve 10, 20, 30 ans plus tard, quoi. Bon, on va en parler de cette maison. Il y a véritablement un point de bascule dans le roman. Alors ce ne serait pas divulgaché que de le raconter, mais un drame va se jouer qui va pousser ce groupe de jeunes à rentrer dans cette maison. Alors vous ne divulgachez rien puisque c'est dès le prologue, on apprend effectivement qu'un gamin meurt dans des circonstances mystérieuses. Un gamin du lotissement que connaissait de loin la petite bande de mes personnages principaux. Mais en discutant de ce qui a pu justement lui arriver, en parlant avec la sœur de cet ado, ils s'aperçoivent que ça a manifestement un lien avec la maison, que lui-même, cet adolescent, en rêvait, qu'il en parlait beaucoup et qu'il y était même allé. Et en discutant entre eux, ils se révèlent les uns et les autres que eux-mêmes en ont rêvé et en rêvent encore. Et donc ils décident finalement de passer la porte de cette maison. Ils vont découvrir une forme d'univers inversé, de réalité alternative, dans laquelle peuvent prendre forme leurs désirs et leurs peurs les plus intimes et les plus secrets. Donc bien évidemment, cette expérience-là, dont ils pensent d'abord qu'elle n'atteint pas leur réalité, et que ce qui se passe dans la maison reste dans la maison, va très vite devenir pour eux addictive. Ils vont vouloir y retourner, ils vont vouloir expérimenter. Mais bon, les choses ne resteront pas retranchées derrière les portes de la maison abandonnée. Malheureusement. Mais du coup, on est d'accord, c'est pas une maison hantée à proprement parler. C'est un peu une maison des possibles aussi, quoi. Absolument, ça n'est pas une maison hantée. Et ça, c'était quelque chose de très intéressant pour moi en tant qu'écrivain. C'est que quand on s'aventure dans le genre, dans la littérature de genre, quand on parle du cinéma de genre, il y a des codes préétablis. Il y a des formes qui sont préexistantes et qu'il faut d'une certaine façon à la fois respecter, mais qu'il faut aussi savoir revisiter. Et finalement, c'était ça qui était très excitant pour moi, c'était de me dire, tu vas écrire un livre de maison hantée, mais tu vas en faire autre chose. Tu vas y apporter ta sensibilité, tu vas essayer de revisiter ces codes tout en les respectant, mais tu vas voir qu'est-ce que tu peux faire de cette matière narrative-là. Alors on va rentrer dans cette maison, si vous le voulez bien. Jean-Baptiste va nous relire un extrait. Je vous laisse en parler peut-être de cet extrait. C'est une scène dans laquelle un des ados qui s'appelle Alex et dont la mère est décédée d'un cancer et qui vit avec la culpabilité de ne pas avoir su être présent pour elle et lui dire au revoir, s'aventure dans la maison pour la deuxième fois, et dans cette maison il retrouve sa mère intacte et sa mère telle qu'il l'a aimée. Et peu à peu, la présence de cette femme, dont il n'est pas au début tout à fait certain qu'elle soit exactement sa mère, mais à laquelle il ne peut s'empêcher de revenir, la présence de cette femme lui devient de plus en plus nécessaire. Sa raison ne se révoltait plus contre ses visions. Il ne leur cherchait plus aucune justification. Rien ne lui semblait plus enviable que la présence de sa mère dans la lumière diffuse, que leur complicité retrouvée, cette façon qu'elle avait de lui tenir la main, pour chuchoter à son oreille des mots qui anéantissaient sa peine. Un jour, une idée lui était venue comme une intuition lointaine, une interrogation à peine formulable. Se pouvait-il qu'il y ait autre chose au-delà de ces cloisons, dans le jour perpétuel qui sourdait derrière les fenêtres ? « Qu'est-ce qu'il y a dehors ?» avait-il demandé à sa mère. « Va voir » avait-elle répondu. Il s'était levé pour s'approcher de l'une des ouvertures, et ce qu'il avait vu dépassait l'entendement. À l'endroit où était supposé se trouver le lotissement s'étendait un magma de formes dont Alex n'aurait su dire si elles étaient de nature minérale, végétale ou animale. Cela se mouvait et s'agençait en architectures inconcevables. Des façades de maisons s'assemblaient sans logique apparente, se décuplaient à la façon d'une division cellulaire. Des portes et des fenêtres ouvraient des gueules béantes avant de disparaître. Des routes d'un goudron luisant ondulaient et s'entremêlaient comme des nids de couleuvres. Dans des plates-bandes s'épanouissaient brusquement des fleurs, aux tiges cartilagineuses, qui déversaient dans l'air leur pollen suave, se recroquevillaient et fanaient aussitôt. Partout surgissaient des êtres, des évocations lointainement familières. Des chiens rampaient derrière des clôtures, leur arrière-train fondu en une esquisse de membres humains. Des enfants, ou des ébauches d'enfants, dont les corps se confondaient, pareils à des siamois infernaux, se traînaient péniblement autour des marelles ou tentaient en vain de rattraper un ballon. D'autres semblaient avoir assimilé dans leur chair des éléments métalliques,
des chaînes de vélo, des rayons de roues, des câbles de frein, comme Seth Brundle, le scientifique fou dans la séquence finale de La Mouche de Cronenberg, lorsqu'il fusionne par erreur avec la structure de sa machine à téléportation. De leurs plaies ouvertes suintait un liquide aussi épais et sombre que de l'huile de moteur. Ailleurs, des tôles de voitures s'enfonçaient dans des massifs luxuriants, des simulacres de faces humaines jaillissaient de flaques de boue et de limon primitifs. Des choses d'une vague apparence humaine, aux membres innombrables et aux replis charnus, s'ouvraient sur des myriades d'yeux, de bouches ou de sexes, semblaient s'accoupler, bavant des semences épaisses et se multipliant, laissant derrière elles des embryons agglutinés, comme les grappes d'œufs de batraciens qu'il avait souvent vus au printemps, au bord des flaques d'eau ou dans les fossés de Saintoche. Au-dessus de ce paysage halluciné s'étendaient des nuées laiteuses, qui se déployaient comme des fleurs malades, des traînées aux couleurs d'échymoses se disloquaient, des astres pivotaient, et de gigantesques poches de nuit crevaient et déversaient leur encre noire sur le buvard du ciel. N'est-ce pas merveilleux, avait murmuré sa mère, qu'il n'avait pas entendu approcher. Alex n'avait pas répondu, et n'était pas parvenu à détacher son regard de cette vision qui l'avait épouvanté et fasciné à la fois, dans laquelle une part de lui désirait se fondre. Il avait confusément compris que cela, quoi que ce soit, s'enfantait et se fabriquait sous ses yeux. Plus tu resteras ici, plus ce sera réel pour toi, avait ajouté sa mère. Bientôt, tu feras partie de ce monde avec moi et tu ne pourras plus le distinguer du tien. Vous me disiez un peu plus tôt que vous aviez pris beaucoup de plaisir à écrire cette scène. Ouais, c'est une de mes scènes préférées du roman. Je pense que ceux qui connaissent mes livres se douteront pourquoi. Oui, c'est une scène dans laquelle justement le mécanisme intérieur de cette maison se révèle et que le lecteur comprend finalement que tout devient possible puisque tout peut prendre forme à l'intérieur. Et qu'en plus cette forme est en train de s'enfanter elle-même et finalement d'essayer de répliquer leur réalité extérieure. Donc c'était une façon de brouiller les repères en fait pour le lecteur et puis bien évidemment pour ces adolescents qui bientôt ne vont même plus parvenir à distinguer dans quelle réalité ils se trouvent. Et alors toute cette description, parce que encore une fois, on commence à avoir l'habitude aussi avec vos romans, il y a quelque chose de très sensoriel, d'organique, mais notamment lors de descriptions, vous vous attachez souvent, tout le temps, à décrire ce domaine du sensible, ce domaine qui est parfois éminemment sensuel ou sexuel, qui est parfois carrément répugnant. Qu'est-ce qui vous intéresse en fait dans le travail de ce côté sensoriel, organique en littérature ? Je crois que j'ai toujours pensé que la lecture pouvait et devait être une expérience physique aussi. En tant que lecteur, j'ai été touché par des auteurs qui m'offraient de vivre, en même temps que la lecture, une expérience sensorielle, d'éprouver véritablement ce que je lisais. Ça a commencé très tôt, je crois, simplement par des poèmes de Baudelaire, par Les Fleurs du Mal. En lisant Une charogne, par exemple, j'avais l'impression de véritablement sentir et de voir des matières, de voir ce cadavre au bord d'un fossé, dont on ne sait jamais s'il est humain ou animal. Quand j'ai lu La Métamorphose de Kafka, j'ai été sidéré par cette scène dans laquelle le père de Grégor essaie de faire rentrer son fils dans sa chambre parce qu'il a eu l'audace d'en sortir. Son fils donc transformé en une créature insectoïde. Et il va saisir des pommes sur la table, jeter des pommes sur son fils. Et une des pommes va venir se ficher dans le dos de Grégor, dans les segments de sa carapace. Et personne ne va la retirer. Et dans toute la deuxième partie du roman, dans laquelle Grégor agonise sous les yeux de ses parents et de sa sœur, il va garder cette pomme qui pourrit à l'intérieur de lui. Et je me souviens très bien de la sensation physique d'avoir quelque chose de fiché dans le dos, comme si j'avais moi-même été atteint par la pomme lancée par le père de Grégor. D'abord de manière très égoïste en tant qu'écrivain, lorsque je travaille sur un roman, j'essaie moi-même de plonger physiquement dans l'univers que je crée. Et puis dans un second temps, j'espère aussi que mes livres proposent ce type d'expérience-là au lecteur. Et ça passe par beaucoup de stades, c'est-à-dire que je pense que même si La Nuit ravagée est un livre purement horrifique qui assume cette partie-là, je voulais aussi que ce soit un livre qui soit poétique, que ce soit un livre qui soit mélancolique, que ce soit un livre qui procure à la fois des émotions, que le lecteur puisse éprouver cette forme de mélancolie qui suinte des pages, parfois du désir, parfois du dégoût, parfois une forme d'émerveillement aussi. Et alors vous disiez un peu plus tôt que cette maison rendait tout possible. Et alors à la lecture, encore une fois, de votre postface, je me suis rendu compte que en fait, c'est exactement ce que vous procure la fiction et l'écriture. En fait, c'est ces domaines, c'est quand tout devient possible. Et c'est exactement finalement ce que cette maison procure à ses adolescents. Non, il y a un parallèle.
Oui, cette maison, c'est un espace de fiction, en fait. C'est une sorte d'écran blanc sur lequel ces ados vont pouvoir projeter leurs peurs, leurs désirs, leurs espoirs aussi. La différence étant que, a priori, la littérature ne déborde pas sur notre monde. Je pense qu'en réalité, les frontières sont bien plus ténues que cela, et qu'en particulier, quand on est l'auteur d'un livre, un livre peut vous atteindre physiquement. Mais oui, c'était aussi une façon métaphorique de représenter ce que peut être pour moi ce rapport à la fiction, en fait. Vous savez, quand on écrit un roman, il y a des moments, il y a des instants où finalement ce que vous écrivez vous semble plus réel que votre propre vie. Où vous n'aspirez qu'à une chose, c'est à basculer aussi dans cet univers fictif, dans cet univers onirique, dans cet univers imaginaire. Et c'est ce qui arrive aux adolescents de ce livre-là. Je pense pas qu'on aura le temps d'aborder chacun des personnages, mais peut-être parler d'un personnage, Maximilien, Max, qui, comme ses camarades, vit avec ses angoisses, vit avec ses aspirations, vit avec ses craintes, mais lui a une angoisse supplémentaire, c'est celle d'être différent, de sortir de la norme, et en plus, il y a quelque chose qui commence à le préoccuper, c'est le sida. Vous aviez à cœur de parler de grandir dans ces années 90, où on grandissait à un moment donné, où on arrivait à découvrir la sexualité en ayant cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je pense que c'était particulièrement vrai pour les jeunes adolescents qui se découvraient homosexuels, et qui, dans ces années 90, percevaient, en particulier en province, parce que je pense que l'histoire était différente à Paris ou dans les grandes villes, mais en province et dans des petits villages, percevaient quelque chose de ce qu'était la menace du sida. Et bien évidemment, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue artistique, cette épidémie, elle a profondément marqué les années 90. Elle a d'autant plus pesé sur cette génération qui a traversé ces années-là, tout en devant construire une identité sexuelle et en découvrant ce qu'elle désire, ce qu'est le rapport à la sexualité. C'était vraiment important pour moi. Alors c'est un des axes du roman, mais c'était très important pour moi de l'explorer à travers ce personnage de Max. Je ne peux pas dire que ce soit fondamentalement le personnage qui me ressemble le plus, parce que je pense avoir mis beaucoup de moi dans chacun d'eux, mais sur cet axe narratif-là, bien évidemment, c'est le personnage qui est le plus proche. Vous écoutez une rencontre avec Jean-Baptiste Delamot, auteur de La Nuit ravagée aux éditions Gallimard, enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 26 mars 2025. Il faut forcément aborder votre rapport au cinéma de genre aussi, qui est omniprésent dans ce texte, où il est question de beaucoup de films. Vous lisiez tout à l'heure que ce groupe d'amis se retrouve et regarde tout un tas de films d'horreur. Alors moi, décidément, j'avais pas les mêmes références, bien que j'en ai vu, mais parlez-nous un petit peu de ce cinéma de genre des années 70 aux années 90. Oh oui. Alors je pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir véritablement les références. Les jeunes en parlent parce que ça fait partie de leur culture. Et il faut savoir que le cinéma de genre, qui aujourd'hui commence à accéder à un statut qu'il n'a pas eu jusqu'à présent, on l'a vu avec le film de Coralie Farja qui s'est retrouvé nommé et récompensé au César ou aux Oscars. Je parle de The Substance, qui a connu un vrai succès public. Et puis quelques exceptions, comme l'ont été les films de Cronenberg, etc. Mais le cinéma de genre, le cinéma horrifique, a toujours été considéré comme une forme de sous-culture. Et il y a toujours eu, à la fois dans le cinéma et encore plus en littérature, une forme de, on va dire, de surplomb, voire un peu de dédain ou de mépris pour ce qu'était le cinéma de genre. Or, moi je pense que le cinéma de genre est un des cinémas les plus passionnants parce qu'il a toujours su sonder ce que sont les peurs de notre humanité et les peurs de nos époques. Alors adolescent, j'étais pas capable bien évidemment de formuler ça, mais en regardant ces films, je pense que j'avais le sentiment qu'il donnait forme à une sorte de malaise intérieur ou de peur que je pouvais ressentir ou de questionnement sur mon identité. Ce cinéma-là, il le permettait. C'était aussi un cinéma qui mettait en scène très souvent des personnages féminins forts, ce qui était relativement peu courant. Je pense à Ripley dans Alien, par exemple, à Sarah Connor dans Terminator. Il y a énormément de personnages féminins comme ça qui se retrouvent dans des situations de devoir affronter
une incarnation du mal, et qui pour ma génération, et je crois et pour les jeunes homosexuels de cette époque-là, disait aussi quelque chose d'une forme de résistance déjà au patriarcat et à une culture hétéronormée. Donc ce cinéma, il a été très important pour moi, je pense qu'il a façonné mon imaginaire, cette littérature aussi, et bien évidemment, je voulais lui rendre hommage ici. Cela étant, j'avais aussi conscience qu'une grande partie de ce cinéma, beaucoup de films ont été réalisés avec des petits budgets, de mauvais scénaristes, voire de mauvais réalisateurs. Ce sont souvent aussi des films et des livres dans lesquels les personnages sont à peine esquissés. J'ai vu de très bons films d'horreur, mais j'en ai vu un nombre incommensurable de très mauvais aussi. Et donc, immédiatement, dès que j'ai eu le projet, j'ai écrit à Gallimard et je leur ai dit « Est-ce que vous seriez prêts à publier un roman d'horreur dans La Blanche ?» Je n'aurais pas voulu qu'il paraisse ailleurs. Pour moi, c'était très important de montrer que ce genre était légitime et de montrer avec ce livre-là qu'on pouvait écrire un livre d'horreur, mais on pouvait écrire un livre d'horreur qui soit dense, qui ait quelque chose à proposer, qui puisse toucher le lecteur, même celui qui n'est pas familier de ce cinéma-là. Et c'est pour ça que, très rapidement, quand j'ai pensé à la structure narrative du roman, je voulais qu'il y ait cette première partie qui soit plus contemplative, qui prenne véritablement le temps de planter chaque personnage, de développer pour chacun des conflits intérieurs, des conflits familiaux, de faire cette fresque un petit peu sociale, parce que justement, quand le livre, et c'était entendu pour moi dès le départ, qu'à certains points, le livre devait basculer dans le fantastique pur, parce que je n'ai jamais aimé les œuvres, qu'elles soient cinématographiques ou romanesques, qui se contentent de rendre un hommage un peu tiède au genre sans véritablement oser y mettre les pieds. Ça, je trouve que c'est trop facile, en fait. Le genre, le fantastique ou l'horrifique, ça oblige à une forme de foi. Il faut croire en ce que vous voulez faire et il faut oser y aller, il faut s'y engager. Et donc, je savais que ma dernière partie devait être horrifique, mais justement parce que j'ai pris ce temps de planter ces personnages, la complexité de cet univers, et que ce qui se passe dans la maison va venir véritablement se nourrir des enjeux intimes de chacun de ces personnages. Là, il y avait quelque chose qui valait le coup et qui était très excitant pour moi d'explorer. Gallimard, ils étaient chauds tout de suite pour un roman d'horreur. Eh bien, étonnamment, oui. Mon éditeur, en particulier Jean-Marie Laclaftine, qui est aussi l'éditeur de nombreux auteurs de la maison, tels que Marine Diaye, Daniel Pénac, Tristan Garcia, Leila Slimani, a de suite été réceptif. Et il m'a de suite rassuré en me disant « Mais tu sais, avant tout, ça sera un livre de Del Amo ». Et en fait, je pense que c'était ça aussi que j'avais besoin d'entendre pour me sentir légitime. Et je me suis dit, bien évidemment, peu importe les formes que tu exploreras, ça restera toi, ça restera ta sensibilité. Et bien que mes livres soient très différents les uns des autres, parce que j'aime avoir cette liberté-là de pouvoir naviguer d'un genre à l'autre, je pense que ce qui les lie véritablement, c'est bien évidemment ma sensibilité, ce sont mes peurs, ce sont mes rêves, mon imaginaire. Et à ce titre-là, ce livre-ci, c'est véritablement celui qui est le plus proche de moi, je crois. Et qu'est-ce que vous pensez justement du rapport qu'on a, nous, en France, avec la littérature de genre ? Moi, je me rends compte déjà à la librairie, tout est très cloisonné. Il y a un rayon polar, il y a un rayon science-fiction, imaginaire, fantasy, fantastique, littérature blanche. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément le cas dans les pays anglo-saxons. Non, ce n'est pas le cas aux États-Unis, où les livres sont vraiment mélangés. Je pense que c'est vraiment propre à notre culture littéraire de cloisonner les genres. Je pense qu'il faut en finir avec ça, en fait. Je crois que véritablement, la littérature, populaire peut ouvrir les portes de toute autre forme de livres. C'est en lisant Stephen King et les livres de cette collection Pocket Terror que j'aimais tant quand j'étais gamin, que j'ai compris que je pouvais aussi avoir accès à d'autres types de lectures, à des textes plus classiques, plus complexes aussi certainement. En plus, ma génération, il faut aussi dire que les écrivains changent culturellement. Ma génération, on a été biberonné aux séries télé, au cinéma, à la bande dessinée, beaucoup plus tardivement au manga. Et inévitablement, nos imaginaires vont aussi piocher dans toutes ces catégories-là. Est-ce que vous avez dû vous adapter alors moi, c'est l'impression que j'ai dans votre manière d'écrire. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir dû vous adapter au genre ? J'ai l'impression que vous êtes de retour à une langue peut-être plus épurée, plus directe. Est-ce que c'était quelque chose de conscient ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'était imposé à vous ? Ou est-ce que je raconte n'importe quoi ? Non, déjà, le projet même, je crois, définit la langue. Et bien évidemment, je ne pouvais pas écrire un texte qui se passe dans les années 90 de la même manière que j'ai écrit un texte qui se passe en 1760, comme
une éducation libertine. Je pense aussi avec le temps, comme je vous le disais, je m'étais posé un certain nombre de contraintes formelles. Je pensais que je ne voudrais plus jamais écrire qu'au présent, parce qu'il y avait une question d'immédiateté dans les images qui me semblait plus intéressante, que je voulais délaisser totalement la psychologie et l'intériorité des personnages pour ne plus suggérer ce qui les traversait que par le biais des descriptions, des physiques, des lumières, etc. Et en fait, je pense que ces contraintes-là, en réalité, elles ont complètement défini le style de livres comme Règne animal ou Le Fils de l'homme, mais que le risque, le revers de la médaille, c'était aussi que je m'y enferme, en fait. Et c'est ça que j'ai voulu balayer à un moment donné en me disant, reviens simplement à quelque chose de ludique, au plaisir de raconter une histoire. Oublie toutes les contraintes formelles, reviens à ce que tu as aimé au tout début en littérature. Et c'était écrire un page-turner, c'était écrire un livre qui me tiendrait éveillé jusqu'au bout de la nuit. Donc, d'une certaine manière, vous aviez moins de contraintes en écrivant un roman de genre, un roman d'horreur, plutôt qu'avant. Moi, j'ai l'impression que c'est contre-intuitif. J'aurais imaginé qu'en voulant s'attaquer à une littérature de genre, ça aurait rajouté des contraintes d'écriture. Et en fait, non, c'est pas du tout le cas, ça a été libérateur. Non, il y a des contraintes éventuellement narratives, parce que dans le genre, par exemple, il y a des personnages qui peuvent être des stéréotypes qu'on va retrouver très fréquemment dans le cinéma horrifique ou dans la littérature horrifique. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi, voir de quelle façon est-ce que ces personnages-là, je pouvais les revisiter, je pouvais les réinvestir de manière un peu différente. Cette question, bien évidemment, de la maison hantée, ce terreau commun que sont nos peurs primitives. Qu'est-ce qui fait peur dans l'horreur ? C'est le noir, c'est l'inconnu, c'est les créatures, c'est les revenants. Je veux dire, ça, c'est de tout temps que ces apparitions-là existent dans la littérature horrifique ou dans les contes fantastiques, voire même dans la littérature pour enfants. Ça existe. C'est un fait. Et effectivement, ça peut être perçu comme des contraintes ou comme une base narrative sur laquelle s'appuyer en fait pour construire une histoire et essayer de voir de quelle façon est-ce que ces codes-là peuvent être agencés et explorés différemment. Vous évoquiez Stephen King un peu plus tôt. C'est d'ailleurs dès le départ en exergue de votre roman. Ça a été difficile de rendre hommage d'une certaine manière. Est-ce que vous aviez l'impression d'avoir une sorte de figure tutélaire au-dessus de vous, ou est-ce que vous y êtes allé sans pression Non, j'y suis vraiment allé sans pression parce que déjà Stephen King, je ne le lis plus depuis de nombreuses années. Pour moi, la partie vraiment la plus intéressante de son travail, ça a été ses 30 premières années d'écriture. Et finalement, ce que j'en garde, ce sont des impressions de lecture diffuses, qui souvent d'ailleurs se sont mêlées à des souvenirs de films vus, parce qu'il a été énormément adapté à la fois à la télé et au cinéma. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à vous dire, si je pense à Shining, qu'est-ce qui relève des images du film de Kubrick, ou qu'est-ce qui relève de mon souvenir de la lecture du livre. Et c'est pareil pour ça, qui est vraiment, pour le coup, là, oui, une forme de figure tutélaire pour ce livre-là, parce que c'est aussi dans ça, c'est un groupe d'ados dans une petite ville, confronté à une forme d'entité qui peut prendre différentes formes, etc. Pour ça, moi, j'avais été très, très marqué par l'adaptation télévisée dans les années 95, donc qui n'est pas du tout ces horribles films qui viennent d'être faits, des remakes qui ont été faits ces dernières années, mais dans les années 95, il y avait eu un téléfilm en 2 parties qui était absolument terrifiant. Et aujourd'hui, ce que je garde comme... les deux se sont superposés pour moi. C'est-à-dire que j'ai à la fois des sensations qui doivent être certainement tirées de ma lecture, de ça, et j'ai les images qui sont celles du clown dans le téléfilm. Vous parliez de cette maison qui a véritablement existé. On sent aussi à vous lire qu'il y a tout un tas de sensations, de souvenirs d'enfance, d'adolescence en jeu. Comment est-ce que la réalité nourrit la fiction chez vous, Jean-Baptiste Delamot ? Jamais de manière immédiate. Il y a une phrase du peintre... Pierre Soulages, que j'aime énormément, qui a dit dans une interview « Un artiste n'a pas à témoigner de son époque, il est fait d'elle ». Et je trouve que c'est tellement juste, et en particulier dans cette société où nous sommes tellement absorbés par la réalité, tellement absorbés par le fait divers, par le commentaire, par les représentations immédiates du réel. Et ça, c'est quelque chose, en tant que romancier, qui ne m'intéresse absolument pas. Pour moi, la réalité, elle ne peut exister dans mes romans que de manière complètement souterraine. Et au contraire, l'écriture, la littérature, la fiction, c'est quelque chose qui doit proposer des formes nouvelles et qui doit chercher justement à dévoiler quelque chose de cette réalité, à nous faire comprendre de manière intuitive, c'est-à-dire sans rhétorique, sans méthode, sans intention formelle, de nous faire comprendre qu'est-ce qui se cache sous les apparences. Vous parliez de mélancolie tout à l'heure. Pour moi, par contre, il y a zéro nostalgie chez vous, j'ai l'impression. Enfin, je vais vous citer, à un moment donné, vous dites au sujet de Tom, oui, l'enfance était un cauchemar.
et l'innocence un enfer dont il ne se réveillerait que pour constater qu'il était trop tard. Alors là, par exemple, c'est un exemple intéressant, c'est que là, pour le coup, c'est de la fiction. C'est le personnage de Tom, ça n'est pas moi qui m'exprime. Et pour chacun de ces ados, je pense que c'est le propre de l'écrivain de devoir épouser ce que peut être la psyché finalement d'un adolescent qui est confronté à un beau-père abusif, comme c'est le cas de Tom. Donc finalement, tout est entremêlé. Même moi, certainement, j'aurais du mal à démêler ce qui est de l'ordre du vécu, de l'intime, du ressenti et de la fiction totale dans ce livre-là. On parlait des rêves un peu plus tôt. Les rêves sont omniprésents dans le roman, c'est-à-dire que... Alors vous me dites si j'en dis trop, mais la maison, avant d'exister véritablement, elle existait dans les rêves des personnages. Et j'ai l'impression que c'est un lien aussi, bon là j'ai triché parce que je vous ai écouté, avec un film, Freddy, les Griffes de la Nuit, c'est ça ? Ouais, un film qui a été aussi très très important pour moi quand j'étais adolescent et dans lequel un groupe de jeunes dans une banlieue américaine se retrouve aux prises avec une forme de croque-mitaine qui leur apparaît dans leurs rêves mais qui peut véritablement les tuer dans leurs rêves. Et ça, je trouve que c'était le réalisateur s'appelle Wes Craven et c'était un coup de génie de créer cette possibilité que l'on puisse véritablement mourir dans ses rêves. C'est quelque chose qui n'avait jamais été exploré au cinéma ou dans la littérature imaginaire et qui d'un seul coup redessinait en fait des nouvelles pistes narratives et une peur nouvelle aussi qui était très propre à cette époque-là. C'était les États-Unis post-guerre du Vietnam où beaucoup de soldats revenaient avec des troubles profonds du sommeil. C'était d'ailleurs basé sur une étude qui montrait que certains d'entre eux refusaient de dormir parce qu'ils avaient peur de mourir dans leur sommeil et finalement avaient fini par mourir d'épuisement pour certains d'entre eux. Donc c'est de cette façon-là aussi que effectivement l'horreur et le genre a su donner forme à des inquiétudes de son temps. La réalisation de films, ça peut vous intéresser ? Ça pourrait vous intéresser, la réalisation de films d'horreur ? Alors je m'y suis frotté. Je m'y suis frotté avec un moyen métrage il y a quelques années. Je dois dire que l'expérience m'a laissé plus que mitigé. J'ai adoré le tournage. J'ai adoré le fait de pouvoir raconter une histoire en étant entouré d'une équipe qui était portée par le même désir de mettre en image quelque chose que j'avais écrit, puisque j'avais aussi écrit le scénario. Mais ce qui m'a semblé absolument épouvantable, c'est tout le système de financement. C'est la production du film, qui fait que vous avez toujours des gens pour vous dire il vaut mieux que ce soit comme ça, ou comme ci, ou là on n'a pas les moyens, il faut que tu changes de décor, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu fasses ci. Peut-être que tel personnage, il vaudrait mieux qu'il réagisse de telle façon ou de telle autre. Et en fait, moi, j'ai une telle liberté quand j'écris un roman. Je suis vraiment, pour le coup, le seul maître à bord. Si le livre n'aboutit pas, c'est parce que c'est moi qui l'ai loupé. Au cinéma, aujourd'hui, ça devient presque miraculeux qu'un film se fasse. Donc voilà, je suis véritablement cinéphile, mais cette expérience-là, elle m'a permis de prendre conscience de la chance que j'avais d'avoir cet espace d'expression et que ma place, elle se trouvait sans doute là. Et d'ailleurs, il y a déjà des projets d'adaptation pour La Nuit ravagée. Et une des premières choses que j'ai précisées à Gallimard, c'est de dire moi, je ne participerai pas à l'écriture du scénario. Parce que déjà, c'est trop proche de moi. Et puis parce que pour moi, un livre, c'est une finalité. S'il y a un film qui en est tiré, ça devient autre chose. Ça appartiendra à quelqu'un d'autre. Ok, donc vous laisseriez complètement champ libre Alors, je finirai pas jusque-là. Non. Faut pas pousser. La question, c'est de voir comment est-ce que justement je vais pouvoir définir. Je veux m'assurer que certains aspects soient respectés. Spontanément, je pense par exemple aux années 90, à la représentation de l'homosexualité, à la façon dont le genre sera assumé. On peut définir en tant qu'auteur certains points comme ça sur lesquels on ne peut pas déroger. Mais tout le travail de la production, de l'adaptation en scénario, etc., non seulement j'en serais pas capable parce que le texte est trop proche de moi, j'ai fini de l'écrire il y a 6 mois, donc je pense que même je ne serais pas capable en réalité de l'envisager autrement. Mais en plus, véritablement, pour moi, le livre est une fin en soi. C'est-à-dire que c'est un objet, je ne dois pas et je n'en attends pas autre chose. Et peut-être rapidement, avant de passer aux questions du public, on en a un petit peu parlé, mais à mon goût, pas suffisamment, l'enfance, l'adolescence, omniprésente dans le bouquin, qu'on avait déjà retrouvé dans vos livres précédents, je pense au Fils de l'homme. C'est quelque chose qui vous habite et qui vous continuera à vous habiter. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque, dont vous avez besoin de parler, ou est-ce que c'est simplement un intérêt particulier, la volonté de se remettre à la place d'eux ? Alors c'est en partie quelque chose qui me manque, parce que je pense que j'avais une enfant, et je pense que c'est le propre de beaucoup d'enfants, une capacité d'émerveillement et de connexion au monde, au réel, à la nature notamment, que j'ai perdue en vieillissant. D'ailleurs, aujourd'hui, très souvent, je m'aperçois qu'en fait, ma seule capacité à éprouver du bonheur aujourd'hui dans ma vie d'adulte, c'est à travers une réminiscence d'un bonheur que j'ai éprouvé quand j'étais enfant.
Par exemple, ça va être lié à une lumière ou à une odeur de nature. Je vais la sentir aujourd'hui, mais finalement, le bonheur que je vais retrouver, c'est pas un bonheur immédiat, c'est celui que j'ai éprouvé enfant en éprouvant la même lumière sur mon visage ou la même odeur d'un champ. Madeleine de Proust. Voilà. Mais ça a quelque chose de terrible aussi, de ne pas être capable d'être touché de la même manière aujourd'hui. Vous disiez que je n'étais pas nostalgique, en réalité je le suis pour ça, pour cette capacité d'émerveillement. Et c'est pour ça aussi que l'enfance et l'adolescence m'intéressent tant, c'est que d'un point de vue symbolique, c'est l'âge auquel on se confronte justement à la perte de cette forme d'innocence. J'aime pas parler d'innocence pour l'enfance, mais de manière inévitable, on se confronte à la réalité du monde, on se confronte à une forme de finitude. Et je pense que d'un point de vue symbolique et métaphorique, c'est très intéressant de traiter de ça aujourd'hui parce que ça dit quelque chose de notre humanité et d'où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, d'où est-ce que nous en sommes collectivement. Parce que je pense aussi qu'on est arrivé en réalité à la fin du temps de l'émerveillement possible et qu'aujourd'hui il n'y a plus de possible. Qu'aujourd'hui on s'est heurté de plein fouet au réel. Et un livre comme La Nuit ravagée, ça parle bien évidemment de ces années-là, ça parle bien évidemment de ces ados-là et de leur adolescence dans ces années-là, mais d'un point de vue symbolique, ça parle aussi de nous aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que vous n'aimez pas parler d'innocence quand il s'agit de l'enfant ? Parce que je pense que les enfants ne sont pas innocents. Je pense que ça, c'est un mythe. C'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens sur cette notion de capacité d'émerveillement, qui me semble peut-être plus juste. Je ne sais pas si c'est exactement le terme adapté, mais ça me semble en tout cas plus juste que la question de l'innocence. Et comment est-ce qu'en tant qu'adulte, on garde ce lien avec l'enfance ? C'est pas un travail qu'on peut faire sur soi, j'ai l'impression, véritablement, mais... Sans doute. J'ai l'impression que pour moi, déjà le fait de raconter des histoires, c'est quelque chose de très enfantin. Ça aussi, c'est une capacité qu'on perd en grandissant. Tous les enfants inventent des histoires. Tous les enfants ont une capacité d'accéder à l'imaginaire en un instant. Et c'est quelque chose qui nous devient de plus en plus difficile à mesure que finalement le réel nous submerge. Moi, j'ai gardé presque par miracle cette fenêtre-là qui me permet d'inventer des histoires. Comme un gamin joue en disant on dirait que, et hop, il va dérouler un fil narratif improbable, mais auquel il va croire, véritablement y croire. Parce que quand un enfant joue, il ne joue pas, il est. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe aussi pour un auteur quand il écrit un roman. Et puis, pour moi, le deuxième axe le plus important, c'est le rapport à la nature. C'est le rapport à mes animaux. C'est tous ces instants où d'un seul coup, je sais pas, j'ai 5 chiens par exemple, j'aime énormément mes chiens. Et très souvent, j'ai cette espèce de mouvement de recul où je me dis c'est quand même incroyable que tu sois capable d'établir une relation avec un être aussi différent de toi. Voilà, ça c'est juste un exemple, mais en réalité, je trouve qu'au contact de la nature et au contact des animaux, on a véritablement cette possibilité de réinvestir un lien qui n'est pas fondé sur la raison, qui n'est pas fondé sur le langage, et qui nous ramène à quelque chose de l'enfance et à cette capacité d'émerveillement et de connexion au vivant. À la fin de votre postface, vous expliquez à quel point il a été dur cette fois-ci de quitter vos personnages. Racontez-nous un petit peu l'état d'esprit qui a été le vôtre au moment de clôturer ce roman et quel est peut-être votre état d'esprit aujourd'hui. Alors déjà, généralement, les livres précédents, je les ai écrits sur plusieurs années. Je pense que Règne animal, c'est un texte que j'ai écrit sur quasiment 4 ans. Le Fils de l'homme, il m'aura fallu 3-4 ans aussi. J'ai eu ce projet avorté après le Fils de l'homme, qui m'a occupé de manière très douloureuse pendant 1 an et demi, 2 ans. Et quand j'ai commencé La Nuit ravagée, par contre, je l'ai écrit quasiment d'une traite. Donc il y a eu quelque chose dans l'écriture déjà de très tendu, de très immersif. Ça occupait véritablement mes journées et mes nuits. C'est un texte qui a été très très présent pour moi. Et ces personnages, pour la première fois, je les ai véritablement aimés. Mes personnages d'ordinaire ne sont pas spécialement aimables. Ils sont parfois difficilement saisissables. Il y a toujours cette possibilité de projeter quelque chose sur eux pour réussir à les définir. Là, c'est des personnages qui sont au contraire très définis, je crois. Hein. Mais à tel point que pour moi, ils avaient une identité propre et ils étaient très présents physiquement. Et bien sûr, quand il a fallu terminer le livre, il y a eu cette sensation de perdre aussi quelque chose. De toute façon, on perd toujours quelque chose quand on termine un livre. On met tellement de soi dans un bouquin. Quand on écrit un livre, on a l'impression qu'il enferme le monde entier. Et en même temps, c'est tellement fragile. C'est des années de vie, c'est tellement de vous. À chaque fois que je vais signer le service de presse chez Gallimard, et donc je me retrouve face au livre pour la première fois, mon premier sentiment, mon premier mouvement, c'est pas de la joie. C'est une forme de déception, de me dire, mais tout ça est contenu dans ça. Tout ce que tu as pu mettre, tous les doutes que tu as eus, l'excitation que tu as pu ressentir par moment, le sentiment que tu écrivais quelque chose d'important. Et en fait, ça n'est que ça. Il y a une forme de grand écart entre ce que peut être le mouvement d'écriture, la manière dont ça vous entraîne, ce que ça vous apporte, ce que ça vous prend aussi, en termes d'énergie,
en termes d'essence de vie, et l'objet que devient le livre, qui, in fine, reste quand même à la fois un objet commercial, mais aussi qui est finalement proposé, c'est très effrayant, hein, vous savez, de publier un livre, de se dire tout le monde va pouvoir poser les yeux là-dessus. Il y a quelque chose d'une mise à nu qui est assez tétanisant. La parution d'un livre, il ne faut pas croire que pour les auteurs, ça n'est qu'un temps de joie et de célébration, c'est un temps d'extrême fragilité. Et donc voilà, je suis toujours un peu partagé entre ces deux. Bien sûr, je suis heureux qu'il existe, je suis heureux de le partager, et en même temps, j'ai aussi inévitablement perdu quelque chose. Et vous avez eu du mal à le finir, à le laisser partir justement ou... Ouais, j'ai eu du mal. Ouais. Là, celui-là, ça a été compliqué. Je crois aussi que c'est des questions de calendrier, c'est-à-dire que pour les précédents, j'ai renvoyé le manuscrit. Il s'est quasiment passé 1 an entre le moment où je rendais mon manuscrit à mon éditeur et la parution. Donc dans l'année qui s'écoule, on a quand même une forme de deuil qui se fait, on passe à autre chose, on commence à penser au prochain livre, il y a un mouvement de vie qui se remet en marche. Celui-là, je l'ai terminé, il est sorti 2 mois après. Voilà, pour moi, il est encore très, très présent, quoi. C'est presque mieux, non? Parce qu'en l'espace d'1 an, on a peut-être le temps de changer d'avis aussi, non? De se dire, merde, ça, je le vois pas comme ça j'aime plus. C'est trop tard. Et puis, dans l'année qui s'écoule, en réalité, il y a aussi les étapes de fabrication. Donc, il y a les correcteurs qui relisent, on a une discussion avec l'éditeur sur éventuellement des aspects à remanier. Disons que par étapes, en fait, le livre vous échappe, il adopte sa forme finale. Il y a le travail de mise en page avec la maison d'édition, les premières épreuves non corrigées, puis les épreuves corrigées. Donc, finalement, vous voyez que le livre le livre que vous connaissiez sur votre page d'ordinateur ou celui que vous imprimiez, qui vous semblait tentaculaire, vous voyez qu'il devient autre chose, quoi, qu'il arrive à sa forme finale. On va terminer... madame. Bonsoir Jean-Baptiste. Salut. Je voulais te dire que moi j'ai été happée par le livre dès le début, alors que j'avais eu une appréhension, n'ayant jamais lu de littérature horrifique, même si les noms me sont connus. Mais j'avais toujours... très peur, que ce soit aussi pour les films. Je n'ai jamais rien vu. Mais dans ce livre, si tu veux, tu mets en place déjà l'endroit. Tu situes donc dans la banlieue de Toulouse, à l'approche banlieue, un lotissement, et puis ces personnages, ces 5 adolescents. J'ai été frappée, c'est peut-être quelque chose que j'ai ressenti moi, c'était une fille qui menait la bande, qui les a amenés à entrer dans cette maison, au fond de l'impasse. C'est elle qui était courageuse, finalement, alors que les autres n'osaient pas. Ils avaient tous envie d'y entrer. Et c'est elle également qui a décidé, c'est terminé, à la fin, on rentre, on quitte la maison. Et tu parlais de ton amour pour la nature. Bon, dans Le Fils de l'homme, la nature est extrêmement présente. Et là, tu viens de mentionner à l'instant ton amour des animaux, serpents, les chiens. Mais il y avait des moments extrêmement poétiques. En sortant de la maison, je crois que c'est Alex qui prend une fleur de ronce. Je me demande si c'est avant d'entrer également. Il n'avait pas touché. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette fleur, cette fragilité? Est-ce que c'est cette relation entre la réalité et le rêve, le cauchemar qu'ils ont vécu? Est-ce que c'est quelque chose pour le ramener dans une réalité plus agréable, entre guillemets? Est-ce que ce moment-là a une importance? Ouais, merci Martine pour ce que tu me dis. Il a une vraie importance narrative, ce moment-là. Je vais essayer de ne pas divulgacher pour ceux qui ne l'ont pas lu. Effectivement, il y a 2 instants. Il va toucher cette fleur avant de rentrer dans la maison. Il va se produire quelque chose qui ne se produira pas lorsqu'ils ressortiront de la maison et qu'il ira contempler cette fleur de roncier. C'est un indice en réalité auquel je vous invite du coup à prêter effectivement attention parce que ça va définir l'interprétation que vous, lecteurs, ferez de la toute fin. Est-ce que finalement ils ont pu ou pas échapper à cet univers imaginaire? Ça n'a aucune importance, finalement. Là, je te laisse libre. Je ne peux pas en dire plus sous risque de me compromettre. Non, ouais. Mais c'est un livre qu'on n'a pas envie de le lâcher. On ne peut pas le lâcher. Dès qu'on le commence, on a envie d'avancer. Et tu nous entraînes finalement avec beaucoup d'intelligence, petit à petit vers l'horrifique. Je n'y serais jamais entrée sinon. Merci de parler de malice parce qu'il y a aussi, pour moi, il y a eu un plaisir ludique, mais je dois aussi dire qu'il y a plein de moments où j'ai beaucoup ri aussi en écrivant ce livre. Cette complicité entre ces jeunes, moi, ça m'a énormément plu parce que ça m'a rappelé aussi ce que moi j'ai connu, la génération à peu près de tes parents.
Et cette maison abandonnée que toi-même tu as connue, moi j'ai connu quelque chose de similaire. Qui a connu une maison abandonnée dans son adolescence? Ok, voilà. Oui, mais dans la proche banlieue de Toulouse, à mon avis, les jeunes ne pourront plus connaître parce que dès qu'une maison est abandonnée, un promoteur se jette dessus. Là, c'est terminé, oui. Donc ça, c'était quelque chose de super, ce que tu as écrit là. Mais je te remercie. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Moi aussi, vous m'avez donné envie de le relire une troisième fois. Non, sincèrement, on le dit pas souvent en rencontre, on le dit pas assez, mais bon, si c'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à lire ce livre qui est absolument magnifique, qui est prenant, comme vous l'avez dit. Bonsoir. Salut. Je vais pas m'attarder, mais quand même je vais le dire à quel point j'ai adoré ce livre. J'avais une question sur le genre justement. Enfin, on se spécialise dans le genre. Il y a des écrivains de genre, des cinéastes de genre. Il y a Kubrick qui fait un Shining, mais sinon la plupart du temps, quand on y met un pied, j'ai l'impression qu'on s'y limite. Alors est-ce que ce livre il a vocation à être un apax? Est-ce qu'il n'y en aura qu'un? Est-ce que c'était une incursion? Ou est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait se poursuivre, être exploré encore? Je me demandais vraiment ça parce qu'il y a ce plaisir-là. Enfin, je revenais sur la deuxième partie du texte, je ne veux pas trop spoiler, mais quand on écrit une scène avec la scolopendre, par exemple, enfin, le lecteur bondit dans son fauteuil en se disant « Purée, il a osé le faire, c'est incroyable et ça ne s'arrête jamais ». Et moi, je trouvais ça super. Tu l'as dit, hein, qu'il y avait un plaisir d'écriture, on le ressent à fond, je crois. Et voilà, et donc est-ce qu'on pourra lire encore de la littérature d'horreur chez Jean-Baptiste Delamot? C'est pas du tout un projet, on sait rien, j'en sais rien. Alors on s'est pas vu depuis que tu m'as envoyé ce message, mais j'en profite véritablement pour te remercier de vive voix, parce qu'il m'est rarement arrivé, je crois, ça arrive très rarement qu'on rencontre un lecteur qui comprenne à ce point le roman qu'on a voulu écrire. Vraiment, j'ai été extrêmement touché par ton message, parce que je me suis dit, voilà, s'il devait y en avoir un qui l'a parfaitement compris, c'est lui. Ça m'a apporté une immense joie parce que j'ai vraiment eu le sentiment d'être entendu et reçu justement. Peut-être que dans 15-20 ans, il y aura la possibilité d'une suite, j'en sais rien. Mais non, pas dans l'immédiat. Maintenant, j'aimerais écrire un roman d'amour. Bon, et pour finir, moi j'aime bien poser cette question à nos auteurs, à nos autrices qui viennent nous voir. Est-ce que vous avez un livre à nous conseiller, un roman, un essai? Ça peut être tout et n'importe quoi, quelque chose qui en ce moment vous paraît important, quelque chose qui a pu vous marquer, juste un livre que vous avez envie de partager avec nous? Le dernier roman qui m'est vraiment soufflé, c'est un roman d'un auteur hongkongais qui s'appelle Chiang Guishin, et le livre s'appelle La traversée des sangliers. Ah oui. C'est un texte qui raconte la guerre qu'ont menée les Japonais sur l'île de Bornéo, la guerre entre la Chine et le Japon, qui prend donc pour décor l'île de Bornéo, et un groupe d'enfants qui sont un peu plus jeunes que mes ados, qui vont traverser une sorte de maelstrom infernal, tout en essayant de rester des enfants et de continuer de jouer. Et c'est un texte absolument incroyable, déjà par son aspect visuel. C'est traduit du chinois, je ne lis pas le chinois, mais manifestement le chinois est une langue extrêmement contrainte. Et le traducteur qui fait une préface au texte explique qu'avec ce livre-là, cet auteur réussit à briser les codes de la langue pour créer quelque chose de nouveau. Et je trouve qu'on le sent véritablement à la lecture. Il invente des images, il crée une syntaxe qui n'existe pas. Et c'est un livre qui n'est pas facile, où vraiment il faut s'accrocher pendant les 50-100 premières pages pour comprendre ce dans quoi on a mis les pieds. Et puis parce qu'il y a des codes aussi culturels qui peuvent éventuellement nous échapper. Mais qui m'a sidéré. Je me suis dit, ça c'est vraiment incroyable et c'est dingue qu'on n'en ait pas plus parlé. La traversée des sangliers. Chez Piquet, non, c'est ça? C'est chez Piquet, ouais. Ok. Il vient de sortir en poche. Bah écoutez, merci beaucoup. Mais... Merci à vous. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Jean-Baptiste. Il s'agissait à l'instant d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le mercredi 26 mars 2025 avec Jean-Baptiste Delamot pour la publication aux éditions Gallimard de son roman La Nuit ravagée. On lui doit aussi Une éducation libertine, Goncourt du premier roman en 2009, Le sel en 2010, Pornographia en 2013, Le règne animal en 2016 et Le Fils de l'homme en 2021, tous parus chez Gallimard.
Réalisation et mise en onde, Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.